Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gandolfi. Mathieu, bonjour, comment vas-tu ? Salut Pierre, impeccable, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors Mathieu, tu es trailer de haut niveau en 2024. On va citer la dernière année parce que ça commence à faire quelques temps que tu cours. Tu as notamment été champion d'Europe de montée sèche, c'est comme ça qu'on dit? Montée Oui, uphill, ouais, tout montée à fait, sèche. ouais. Le lendemain, tu es vice-champion d'Europe sur le kilomètre vertical. Cette même année 2024, donc, tu as décroché une magnifique quatrième place au championnat du monde master de montée sèche. Tu as l'air d'avoir une certaine appétence pour les montées raides, Exactement, oui. On en parlera, c'est ma c'est ça? spécialité, effectivement. Et c'est vrai, donc alors avant d'embrayer sur le trail et la prep mentale, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, Mathieu, qui tu es, d'où tu viens, présenter un peu ton parcours? Ça marche. En tout cas, je réitère vraiment mes remerciements pour être invité dans ton podcast. Vraiment un grand honneur. Ah, c'est un plaisir. Passer après Eric Lavry, encore plus un honneur, donc c'est top. Et j'espère qu'il y aura de beaux athlètes de tous horizons qui seront invités et que ça va bien étoffer ce podcast qui demande qu'à grandir, quoi. Ouais, Euh, ouais, je te remercie. Et c'est vrai que il y a eu pas mal de pour ce lancement là, je rebondis. Il y a eu pas mal d'athlètes et de coachs ou autres qui ont répondu favorablement comme toi. Et ça fait très plaisir hein, quand on se lance dans une aventure. Forcément, ça fait chaud au cœur et ça motive. Donc, je te renvoie tes remerciements. merci. Donc oui, moi c'est Mathieu Gandolfi, donc 41 ans, papa de deux enfants. Je suis originaire des Vosges, donc c'est vrai que ça a eu un lien direct avec ma pratique du trail et surtout de l'amour de la montagne et de la nature. Hein, mes parents m'ont amené très tôt, voilà, découvrir les crêtes vosgiennes. On s'exportait aussi beaucoup dans le Jura, en Bretagne, donc j'ai très vite été dans la pratique outdoor, hein, que ce soit sur le ski de fond, que ce soit sur le VTT. Et puis, pour des raisons professionnelles, j'ai été muté alors dans un premier temps en région parisienne, hein, en tant que prof de PS. Donc du coup, voilà, un petit peu moins facile pour s'entraîner. Et après, j'ai eu ma mutation assez rapidement quand même dans l'est de la France. Donc j'ai eu Reims dans un premier temps où je me suis rapproché un peu, et ensuite j'ai eu Longwy, donc le PIO. Mais qui dit PIO, c'est paradoxal, on est quand même dans la plaine. Donc là, c'était un peu plus compliqué pour m'entraîner. Et maintenant, j'ai mes attaches ici et mes enfants sont scolarisés dans le coin. Donc, je suis là et je suis content de venir de temps en temps faire des beaux week-ends chocs dans les Vosges, toujours chez mes parents. Donc, voilà un petit peu pour le parcours au niveau, on va dire, localité. Et puis, en parallèle à mon métier de prof de PS, on en reparlera peut-être plus précisément dans une autre partie, mais j'ai créé mon micro-entreprise de coaching, hein, parce que c'est vrai que c'était voilà, transmettre sa passion, c'est vraiment top. Donc, je le fais déjà par le biais de mon métier de prof de PS, avec le côté un peu plus, on va dire, éducatif, scolaire avec mes élèves. Et puis, j'avais envie d'un côté un peu plus élitiste avec mes athlètes. Donc, j'ai créé cette entreprise de coaching là il y a maintenant 7 ans. Et donc, du coup, ça a pris une super ampleur, hein, j'en suis vraiment ravi. Donc là, je coach aujourd'hui une cinquantaine d'athlètes dans toute la France, que ce soit en trail, ultra trail, on verra, route, voilà, vraiment tout horizon en lien avec la course à pied. Et puis, c'est là qu'on va faire le lien aussi avec ton podcast. J'ai passé aussi le diplôme de préparateur mental, donc par le biais de LNF, les nouvelles formations sur
une formation de 6 mois avec au bout une formation certifiante qui m'a permis d'apporter un petit peu de plus-value sur l'une des quatre composantes de la performance. Hein. On en reviendra, qui pour moi est essentiel, c'est l'un des piliers de la performance, le mental, donc la préparation mentale. Donc j'ai pu aussi maintenant apporter cette facette-là à mes athlètes sur une sorte de petit package avec la préparation physique et la préparation mentale. Voilà, ça c'est pour le côté professionnel. Et puis au côté athlète, ben, comme tu l'as dit, ouais, très, très attiré par les montées sèches, ce qu'on appelle le kilomètre vertical aussi, ou la course de montagne. Moi, je me suis spécialisé très tôt sur des formats très courts. Donc, je suis, bah, alors le kilomètre vertical, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est très, très court. Ça va de 1,9 km à 5 km pour 1000 mètres de dénivelé. Et puis aussi la course de montagne allant de 10 à 13 km avec un gros pourcentage, en général entre 600 et 800 de dénivelé. Donc bah là, j'ai eu mes plus beaux résultats dans ces disciplines-là, comme tu l'évoquais avec l'année dernière une belle consécration avec le champion d'Europe Masters, hein, je précise quand même, hein, c'est donc des plus de 35 ans. Donc là, c'était à Madère sur une montée de 8 km pour 600 de dénivelé. Donc voilà, là c'était vraiment mon plus beau titre. Et puis ce qui m'a ouvert la qualification pour le championnat du monde, donc, comme tu évoquais à Canfranc en Espagne, où là je termine quatrième. Et puis toujours bah voilà, des résultats sur des courses un peu atypiques. La plus grande course d'escalier au monde, où je termine deuxième mondial, c'est 11 500 marches. Oui, t'aimes bien les escaliers aussi, j'ai pas cité, t'aimes beaucoup ça, notamment bah, ce que tu viens de dire, il y a eu la Tour Eiffel aussi. Voilà, c'est ça. C'est des Ouais. formats très, très atypiques et où on est sur la même filière énergétique. Donc, il y avait eu la Tour Eiffel avec l'ascension en 2019, la course en Suisse, donc là avec les 11 500 marches, et puis toujours du kilomètre vertical un petit peu dans toute la France, que ce soit à La Plagne, à Val Thorens ou en La, Suisse. la différence entre KV, bon, le KV, tout est dans le titre, hein, donc c'est monter 1000 mètres de dénivelé le plus vite possible, en moins de kilomètres possible, je veux dire. Et la montée sèche, est-ce qu'il y a un truc défini, genre une distance définie, un dénivelé défini, ou ça dépend de Alors l'environnement? non, ça dépend un petit peu du spot, du secteur, mais c'est vrai que ça reste sur des formats en général entre 8 et 13 kilomètres et sur un ratio entre 500 et 1000 mètres de dénivelé. Ouais, donc C'est vraiment le format course de montagne qu'on peut retrouver au niveau fédéral. ouais, j'allais dire, c'est même peut-être encore plus explosif que la course de montagne, parce que c'est pas un peu plus long en général, les courses de... Oui, tout à fait. La course de montagne, on a des formats en général de 12-13 km. Là, le championnat d'Europe Masters, par exemple, à Madère, c'était 8 km pour 600. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est des formats très courts, très explosifs. Ça se gagne en moins d'une heure, 45 minutes. Donc, c'est vrai que c'est du très, très rapide. Et des fois, c'est finale en ascension ou alors finale en descente. Ça dépend. Ils alternent souvent, un peu comme la course de montagne, une année sur deux, quoi. ah ouais, c'est des efforts un peu atypiques et très 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 violents pour le coup. Et ce qui est bien, bah, c'est pour ça que ça va être top de parler un peu de prep mentale là-dessus. On a souvent tendance à relier la prépa mentale à la distance. Donc plus tu fais long, plus il faut se préparer. Parce que c'est dur, mais ça peut être dur d'une autre manière, justement. L'endurance, c'est pas que faire 100 miles. Faire 8 km à bloc avec la bave aux lèvres, c'est aussi de l'endurance. C'est pas la même filière, comme tu disais. Du coup, on n'a qu'une filière énergétique là pendant le temps C'est le petit ça. temps, c'est abominable. Donc, ça demande aussi certaines préparations. Et du coup, je rentre dans le sujet. À quel moment est-ce que tu as découvert, bon, tu as toujours baigné dans le sport, hein, ça on l'a bien compris, sur ta biographie, enfin, sur ton site, on voit bien le VTT, ski de fond, une famille sportive. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette dimension-là, enfin, à la préparation mentale? Est-ce que ça a été un besoin? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été un peu lié à ma pratique professionnelle et donc à la création de mon entreprise de coaching.
Je me suis dit qu'à un moment donné, par rapport au plan d'entraînement que je pouvais préparer pour mes athlètes, surtout le côté planification, leur donner des fiches de renforcement musculaire, vraiment en étant dans l'essence même de la préparation sur le pôle physique, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus. Donc il va y avoir le côté beaucoup nutrition hein, pour ceux qui préparent du travail un peu plus long, de l'ultra, donc je viens beaucoup les aiguiller sur le pôle nutrition. Et c'est vrai qu'en France, la préparation mentale est un petit peu occultée par rapport à d'autres pays et elle est de plus en plus en train de se développer. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que j'avais souvent des athlètes qui me faisaient des feedbacks sur des pensées parasites, sur un manque de concentration, sur du stress d'avant-course, sur un discours interne qui n'était pas forcément bon pendant la course ou dès qu'ils voyaient des adversaires, ils sortaient un peu de leur bulle. Donc, je me suis dit là, il y a vraiment un levier à prendre, à actionner, et ben la préparation mentale répond parfaitement à tous ces pensées parasites qu'ils peuvent avoir. Et ben voilà, je me suis formé, je me suis intéressé, j'ai beaucoup fait de lectures par rapport à ce sujet-là, et ça m'a donné vraiment envie, ben voilà, de me perfectionner pour ensuite transmettre ça à mes athlètes. Et aujourd'hui, ben voilà, j'essaye d'avoir une préparation très complète et leur apporter cette facette voilà, de la préparation mentale qui peut permettre de soulever des montagnes au même titre que la préparation physique, vraiment. Et toi, en tant qu'athlète, ça a plus été sur la fin, du coup, que pour toi, pour ta propre personne, tu t'y intéressais? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, en fonction de ça, moi, par rapport à tout ce que j'ai pu voir lors de ma formation et apprendre et acquérir comme connaissance, je m'en suis énormément servi. Et aujourd'hui, j'ai une routine, on pourra en reparler en étant très précis, par le biais de l'imagerie mentale. Je me suis mis en place une routine. Dès que j'ai une petite pensée parasite, hein, alors comme tu disais, c'est vrai que sur un ultra, les longues heures passées sur les sentiers vont te permettre d'actionner pas mal de leviers sur la préparation mentale. Mais nous, sur des formats très courts comme ça, il va y avoir énormément de stress aussi avant la course. Il va y avoir beaucoup de questions par rapport à quel est l'adversaire du jour, quelle va être la densité. Et puis pendant, même si c'est des formats de 45 minutes, 1 heure, on peut vite sortir de notre course et puis se mettre complètement dedans. Donc là, j'ai actionné une routine mentale avec ben voilà un mot d'ancrage que je me dis, que je me ressasse dans ma tête dès que je sors un petit peu de ma bulle et ça me permet vraiment de me canaliser et de me recentrer sur mon objectif. Et ça, aujourd'hui, j'essaye vraiment de l'inculquer à mes athlètes parce que la force d'une routine mentale, quand elle est bien ancrée par le biais de l'imagerie, c'est vraiment énorme, quoi. Ouais, c'est ce qui devient en fait, c'est à force de l'ancrer, bah, à force de travail d'exercice, de répétition, c'est comme l'entraînement physique. Je pense qu'à chaque podcast, je répète la même chose ou l'invité nous dit la même chose, mais c'est important de le dire. C'est pas avec un rendez-vous avec un préparateur mental qu'on va avoir des étoiles partout et qu'on va être dans le flow toute sa vie. Mais c'est vrai que c'est à force d'ancrer, ça devient naturel. C'est ce que tu dis, c'est t'ancres des choses. Au début, c'est pas évident. Il faut renverser je sais pas moi, si on va lutter contre des pensées parasites, par exemple, il y a quand même une habitude qui est prise depuis des années, des années, des années, et en- pour contrebalancer ça, ça va aussi prendre un peu de temps et un peu de travail, et ça dépend aussi de l'énergie qu'on y met, c'est comme tout. Si on y consacre 20 minutes dans la semaine, bah, ça va être un peu plus long que si on y consacre 20 minutes tous les jours. Tout à fait. Et donc toi, tu as vraiment senti, c'était quoi, un besoin, une curiosité dans ta carrière d'athlète, ou c'était juste un truc que je vais mettre une corde de plus à mon arc Ouais, non, c'était au-delà de la curiosité, c'était vraiment d'essayer de. Au début, il y en a beaucoup qui disent c'est un peu comme l'hypnose, c'est un peu comme la respiration profonde. On y croit moins que la préparation physique, c'est plus abstrait pour eux. Et moi, j'avais vraiment envie de me rendre compte en introspection ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est vrai que ben, c'est ce que je dis souvent à mes athlètes. Faites-nous confiance. C'est comme quand vous allez voir voilà, quelqu'un pour de l'hypnose ou une médecine parallèle, que ce soit microkiné, que ce soit chiropracteur, ostéopathe. Au début, on n'y croit pas trop et bah, moi je dis toujours faites confiance et puis vous verrez après avec le temps, avec la répétition, comme tu dis, hein, la routine porte bien son nom. Une routine, c'est quelque chose qu'on répète au quotidien. Donc le fait de le répéter, eh ben, on se rend compte que ça a une force énorme. Et lors de ma formation, j'avais eu une petite anecdote qui était très sympa. C'était
au-delà du sport, hein, on verra que la préparation mentale, Eric le disait aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire que ma petite routine que j'utilise aujourd'hui quand je suis face des pentes dans le kilomètre vertical, je l'utilise aussi dans mon quotidien quand bah voilà, il y a quelque chose qui va pas bien avec les enfants ou au niveau professionnel, voilà, une petite contrariété. Hop, ma routine, elle est là, elle est ancrée. Je donne mon mot d'ancrage, je ferme les yeux 5 secondes et hop, ça y est, je suis de nouveau dans le flow et de nouveau sur le bon rail. Et en fait, dans la petite anecdote, c'était qu'ils expliquaient qu'il y avait eu un groupe de pianistes qui avait été enfermé dans une salle avec un piano et une partition. Et dans une autre salle, donc c'était vraiment un groupe expérimental, il y avait un groupe de pianistes également qui avait la partition mais qui n'avait pas le piano. Et pendant un mois, ils ont dû, bah voilà, le groupe qui avait le piano répétait la symphonie. Et le groupe qui n'avait pas le piano mimait de manière kinesthésique le fait d'appuyer sur les touches. Et au bout d'un mois, ben, ils ont demandé aux deux groupes de venir présenter la symphonie. Alors, le groupe qui n'avait pas de piano a eu cette fois-ci un piano. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient quasiment appris de la même manière réussir à faire cette symphonie. Donc au final, c'est vrai que le fait de s'imaginer, de fermer les yeux et de s'imaginer en train de taper sur les touches, eh ben, ils ont réussi à retranscrire la même chose que quelqu'un qui avait le piano de manière concrète. Et ça, pour moi, c'était une image assez forte pour montrer que eh ben, rien que par la pensée, en s'imaginant les choses, on peut réussir à avoir une force supplémentaire. Oui, tout à fait. Et bah, ce que tu viens de dire me fait penser à plein de choses dont j'ai déjà parlé avec quelques invités. Notamment, bah, la première chose, tu parlais de côté abstrait qu'il fallait un petit peu passer outre pour expliquer ça à certaines personnes, certains athlètes. On est encore en France, ça l'est moins dans les pays anglo-saxons. Sur ce côté, voilà, c'est très abstrait. L'hypnose, on imagine, je sais pas, Mesmer sur TF1 qui va nous hypnotiser, qui va nous faire tenir comme une planche sur deux chaises. Ça n'a juste rien à voir. L'hypnose ericksonienne, c'est pas fait pour ça, et ça Mhm. fait d'autres choses. Mais c'est méconnu, et c'est pour ça que en général, quand les choses sont un peu méconnues, elles font un peu peur. Euh, et deuxième chose, tu parlais de la visualisation, enfin ça va ensemble, la visualisation, l'imagerie mentale. Il y a 50 ans de ça, c'était quelque chose de totalement abstrait, pour le coup. C'était empirique, ça veut dire que les gens qui le pratiquaient euh, savaient qu'il y avait des résultats parce qu'ils le faisaient sur eux et sur d'autres, mais il n'y avait rien dans notre monde occidental, on a besoin que ce soit scientifiquement prouvé pour y croire. Bah aujourd'hui, ça l'est en fait. Et c'est ça qui change tout, je pense, depuis Mhm. une 10, quinzaine d'années, c'est que on sait que l'imagerie mentale, maintenant grâce au scanner et on sait ce qui se passe grâce aux neurosciences, on a vu que les mêmes zones du cerveau, je reprends tes pianistes, celui qui ferme les yeux et qui visualise, qui se laisse emporter, en plus, là on parle en plus d'un domaine artistique, donc j'imagine qu'un pianiste très entraîné, s'il ferme les yeux, il s'imagine devant son piano et il y a les mêmes choses qui se passent dans son cerveau et ça a été prouvé. C'est Mhm. complètement... donc c'est un outil qui est d'une puissance remarquable parce qu'on se dit, euh, c'est incroyable en fait ce qui peut se passer. Donc on peut imager plein de choses et dans le cas de tes coachés, bah, tu vas nous en parler. Tu peux autant faire imager, visualiser des bons côtés, ça va bien se passer, tout ce qui va être positif, donc de la visualisation positive qui va être dynamisante autant que anticiper ce qui pourrait mal se passer. Et là, on peut parler des longues distances parce qu'il y a tellement d'éléments externes qui peuvent arriver, qui sont indépendants de notre volonté, que vaut mieux les anticiper un petit peu avant pour savoir quoi faire. Et c'est ça, on peut l'utiliser de ces deux côtés, pour le bien, pour ce qui est bien, ou pour ce qui pourrait mal se marcher, mais être Tout à prêt à fait. ça. Tout à fait. Non, non, mais c'est sûr ce que tu dis. Je le partage complètement. Et en plus, au-delà de ça, c'est-à-dire que la visualisation, l'imagerie mentale va te permettre de mettre en place des routines qui vont être aussi des routines qui vont te permettre. Bah, il y a aussi ce qu'on appelle l'imagerie mentale pour la guérison. Hein, il y a Nadal qui l'avait beaucoup Mm. utilisé pour son genou suite à ses problèmes récurrents en fin de carrière. Il se confortait et il se disait tous les jours. Non, mon genou, je n'ai pas mal, je n'ai rien, je n'ai rien. Alors en plus, connaissant la force mentale d'un Nadal Mm. qui sur chaque point joue sa vie il doit avoir voilà des routines lui mises en place
manière bétonnée. Mais voilà, et il expliquait que au-delà des soins de kiné, de physiothérapie et autres, il avait réussi à guérir aussi par le biais de son préparateur mental qu'il avait beaucoup conditionné sur le fait que son genou était comme neuf, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est une sorte de discours interne qu'on apprend en préparation mentale, se dire je ne suis plus blessé, je suis sur la bonne voie, alors que si tu as plutôt des pensées parasites, ah ben non, voilà, c'est foutu, ma carrière, j'y arriverai pas, on est sur des pensées négatives, et c'est là que la préparation mentale va jouer un rôle important pour se redonner de la motivation, quoi. Donc, elle est multifactorielle et elle peut avoir des effets dans plein de choses, quoi. Ouais, je pense qu'aussi c'est ce qui aide pas, entre guillemets, euh, la préparation mentale, cette discipline à être un peu mieux comprise. Enfin, ça va l'être dans le temps, évidemment, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Il y a beaucoup d'outils et on peut intervenir sur différents aspects. Donc, c'est pas hyper. Il n'y a pas une seule chose. On peut faire plein de choses. Et du coup, déjà, quand on dit, ah oui, ben, tu peux coacher un étudiant, un chef d'entreprise, un athlète, ça n'a rien à voir. Bah si, en fait, ce qu'il y a à voir, c'est que toutes ces personnes-là leur point commun, c'est qu'ils ont des drivers très forts et ils ont des objectifs très précis. Et à partir du moment où tu as ça, tu sais sur quoi travailler et tu sais sur quel levier te baser. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour en revenir à toi, pour toi, tu t'es auto-coaché ou tu t'es fait coacher quand tu as découvert ça? Alors moi, en tant qu'athlète, au départ, j'étais coaché donc par Lawarou Bachir dans le PIO pour la préparation physique. Donc il m'envoyait mes plans d'entraînement, on se voyait sur le terrain. Mais pour la préparation mentale, non, j'ai jamais eu de coach extérieur et donc du coup, c'est moi qui me suis auto-coaché par le biais de ma formation et puis un petit peu aussi de l'expérience que j'ai pu en retirer par le biais de mes athlètes. Ouais, parce que c'est pas facile hein, de s'auto-coacher aussi, hein. Non, non, c'est pas facile. C'est pas C'est toujours facile. les coordonnées les plus mal chaussées, comme on dit, mais Exactement. c'est pas évident d'appliquer à sa propre personne. Bah, c'est toujours on voit plus facilement entre guillemets le défaut chez l'autre, c'est la base basique que sur soi. Mais ouais, c'est ok, ok. Bah, j'allais te dire, est-ce qu'il y a une technique qui t'a particulièrement marqué? Je crois t'as déjà répondu, la visualisation. Ah oui, vraiment, hein. C'est vraiment la technique ouais, qui me marque et puis que j'ai envie d'instaurer auprès de mes athlètes. Et c'est vrai qu'il y a aussi, j'ai aussi des demandes, pas forcément sur la course à pied. Là, je suis sur un préparateur mental d'un petit golfeur, de jeunes aussi souvent, d'un basketteur, là d'une tenniswoman. Et c'est vrai que sur des sports comme ça où ils sont en train d'essayer d'aller chercher le haut niveau, ils se rendent compte très tôt et leur coach physique, voilà, leur ont donné mon contact pour dire, bah voilà, là au niveau, vous êtes dans les meilleurs Français dans votre domaine au niveau physique, au niveau sportif, au niveau compétences physiques, mais très tôt ils veulent aller les mettre dans la filière de la préparation mentale pour leur montrer que ça peut être le petit supplément d'âme, le petit plus par rapport à d'autres. Et là je le vois, ils sont déjà très perfectionnistes dans leur approche et ils sont très ouverts à ce que je leur fais faire. Et donc là, le basketteur, on travaille sur la confiance en soi, parce que là, il sortait un petit peu de ses matchs, dès qu'il loupait ses tirs à 3 points, ou après, voilà, il regardait le coach lui faisait les gros yeux, allez, reconcentre-toi, tout ça, mais il n'avait pas les outils pour lui donner les outils de la préparation mentale. Et donc, du coup, maintenant, bah, on essaye de faire un travail ensemble. Il a son petit carnet de préparation mentale. Je lui demande de faire des petits exercices. On revient ensemble, on fait des feedbacks sur, bah, tiens, ta routine, tu peux me la dire. Bah, ah là, tu vois, je pense que tu peux aller là, essayer de la. On dit toujours, il faut que sa routine, elle soit décrite dans tous les sens possibles, que ce soit au niveau olfactif, que ce soit au niveau kinesthésique, au niveau visuel. Donc, j'aimerais qu'elle soit plus précise, ta scène de confiance, que tu vas essayer en fermant les yeux de t'imaginer. Donc voilà, on fait tout un petit travail là-dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant, pareil avec la petite tenniswoman qui, voilà, elle me dit sur les points décisifs, sur le super tie-break, je sors souvent de mon match, je manque de confiance en moi. Donc pareil, on met en place une routine où là sur son tie-break, elle va être focus, elle va être complètement en dehors de ses pensées parasites. Donc non, non, c'est très intéressant. Alors, ce qui doit être encore plus intéressant là dans ton cas, c'est comme c'est des athlètes et des sports différents. Et je rebondis là-dessus parce que j'ai interviewé Augustin Kerardi, qui est un jeune athlète, un jeune trailer très prometteur,
qui vient de signer chez Scott. En plus, il est adorable. Et très très jeune, il a tout de suite voulu mettre en place son coaching physique. Et tout de suite, il a pris un prep mental aussi parce franchement, c'est rare, quoi. Moi, j'ai un peu ton âge, j'ai bientôt 40 ans. J'ai pas rarement connu ça, quoi. Qu'un athlète dans la vingtaine se dise, il me faut un préparateur mental et il dit parce que je suis un être sensible, je sais que ça va m'aider énormément tout de suite dans ma vie. Mhm. C'est fou, tu vois, d'entendre ça parce que Non, très, très jeune, comme ça, moi, toi, mais les jeunes que je t'évoquais, ils ont 15 16 ans, pareil, ouais, d'avoir c'est cette incroyable. maturité là, déjà, et on va dire presque ce professionnalisme, Ouais. c'est la marque des très grands de toute façon, hein. Ouais, puis je trouve que c'est la marque d'une sacrée évolution. Et oui, là où je voulais en venir, c'est par exemple le tennis. Tu es dans un sport de confrontation où faut déjà presque quasiment faire déjouer l'autre en permanence. Complètement. Puis l'autre voit sans arrêt tout de suite la réaction par rapport à tel Exactement. ou tel point. Euh, Confrontation directe. Confrontation directe. Donc, faut vraiment être dans sa bulle. On voit un Djokovic qui aujourd'hui est en train de marquer l'histoire et devenir le numéro un, en tout cas en termes de résultats. Le reste, ça reste subjectif. L'éternel débat. Tu vois, l'éternel débat. Mais on voit que lui, en termes de préparation mentale, c'était impressionnant sur tous les points décisifs. Sur Ouais, tous c'est un les points monstre. décisifs, tu te dis c'est foutu. Et il est là, il répond présent, il renverse la tendance. En fait, ce mot renverser la tendance, ben, là, c'est un travail de préparation mentale, mais Ah oui. évident. Ah oui. Évident, parce que physiquement, il est émoussé, tu le vois, il est pas en forme physiquement, là, en fin de carrière. En plus, c'était normal par rapport à des plus jeunes. Et non, il renverse quand même la tendance, parce que mentalement, il va aller bouleverser l'autre, quoi. Rien que par son regard, par ses attitudes, par... Donc non, on est en plein dans la préparation mentale. Bah oui, c'est excellent parce que quand je voyais ça justement sous cet angle-là, ça me faisait rire quand je regarde pas mal le tennis aussi. Et tu le vois sortir à chaque point, tie-break ou limite balle de match ou balle de set, bah, il sort, quoi. Il fait appel au kiné ou il va aux toilettes. Oui, Il revient, il explose tout le monde. Tout le monde dit, mais il a pris quoi aux toilettes? Bah, il a rien pris du tout. De toute façon, ça change rien. C'est dans la tête que ça se joue. Il y a pas tout à de. fait. Il a rien pris du tout, mais il a juste fait douter l'autre et il a juste joué sur le fait C'est ça. de faire une coupure sur la dynamique de son adversaire. Il joue avec les règles et puis il revient en se disant, dans sa tête, là, le discours interne, ça doit fuser à plein pot, de genre je suis une machine, je ne loupe plus aucun point, je Mm. suis le plus fort, je suis le numéro un et voilà, en essayant d'en être persuadé, ben, on soulève des montagnes, comme je dis toujours. Mais ouais, mais enfin, moi, je trouve ça fou que les jeunes soient de plus en plus tôt. Je suis persuadé que ça va leur donner pas forcément des résultats meilleurs, mais un équilibre déjà personnel 100 Mm. fois mieux, qu'ils soient athlètes pro plus tard ou pas, je veux dire, on s'en fout, mais que eux soient bien où ils sont, ça sera essentiel. Je pense que ça va être la base. Et plutôt qu'avant, bah, on voyait plutôt l'athlète en fin de carrière se dire, tiens, je pense à ma reconversion, ça va être dur après, je vais faire un peu de prépa mentale pour me préparer à la suite, tu vois, ça n'a rien à voir comme approche. C'est ça qui est génial, je Tout à trouve. fait. Dans tes coachings avec tes athlètes, par exemple, maintenant on va être plutôt tu vas te mettre sur la casquette du préparateur mental coach. Euh, T'abordes ça comment dans tes coachings? C'est-à-dire, je sais pas, avec un athlète, tu vas en discuter avec lui évidemment et tu vas quoi, voir avec ton œil qu'il y a peut-être un mode un gros biais d'activer quelque chose à un endroit et tu vas lui en parler. Comment tu t'y prends? Ouais, alors en fait, en général, quand c'est un athlète qui vient vers moi pour une demande de coaching, alors quand il est à l'autre bout de la France, on fait souvent un entretien ou une visio et on essaye de mettre tout sur table. C'est un entretien qui dure, j'aime bien, 45 minutes, 1 heure. Et en général, au-delà du côté physique, on voit tout de suite les fragilités de l'athlète sur, bah voilà, sur le manque de confiance en lui ou sur sa fixation d'objectifs. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un outil de la préparation mentale, la fixation d'objectifs, et c'est en plus vraiment mon Mm. gros travail aujourd'hui en tant que coach, vu que j'envoie beaucoup de plans d'entraînement à distance. C'est la fixation d'objectifs et souvent on s'aperçoit que sur le fil rouge d'une année, ils sont souvent mal fixés ces objectifs. Il y a souvent de trop grosses compétitions Je veux dire rapprochées. trop haut, trop bas, c'est quoi ce que tu vois le plus souvent? Ouais, en Trop général, haut? c'est un peu trop ambitieux, mais sans forcément que ce soit une protection de l'ego, c'est-à-dire trop ambitieux dans le sens ils s'en rendent pas compte.
hein, 2, 3 courses par week-end, par mois, par pardon. mois, ouais. Euh, 4, 5 gros objectifs majeurs dans l'année. Donc voilà, on essaye tout de suite de recentrer ça, de partir sur 2 gros objectifs avec des petites courses de préparation, leur expliquer aussi que bah voilà, dans un plan d'entraînement, il faut des phases de récupération qui sont tout aussi importantes qu'une semaine de charge. Il y a la période d'affûtage, de pré-compétition. Et fixer aussi des objectifs, on dit toujours, difficiles mais atteignables, que ce soit pas, voilà, que ce soit pas des objectifs trop utopique, mais en même temps trop facile aussi pour qu'il y ait une sorte de protection de l'ego. Bah tiens, je vais faire ça au marathon, je vais essayer de viser 3h30, alors que par rapport à sa VMA ou sa FC Max, on s'aperçoit très vite qu'il est capable de faire 3h, 3h15. Donc du Hmm. coup, il sous-estime un peu de manière, bah tiens, comme ça, j'aurais pas raté mon objectif. Mais en gros, c'est une protection de l'ego de se dire, je vais viser 3h30 alors que je peux viser 3h, 3h15. Donc, on essaye voilà, de bien cerner l'objectif, qui soit difficile mais atteignable. Et puis, à partir de là, eh ben, on travaille après toutes les composantes qui vont autour. Donc, s'il y a un manque de confiance en lui, ou il y en a aussi beaucoup qui stressent avant la compétition, ou on met en place, ben voilà, comme je te l'ai dit, des routines par le biais de la visualisation et de l'imagerie, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, mais dès le premier entretien de 45 minutes, 1 heure, je vois tout de suite les failles et les leviers qu'on pourra actionner ensemble. Ouais, c'est hyper intéressant de pouvoir se dire, enfin, c'est à toi de voir justement, d'être bien attentif à euh, qu'est-ce qui va faire la différence pour ce type d'athlète-là, quoi. Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'il a plutôt tendance à se sous-estimer, comme tu dis, et à se mettre des objectifs oui, bah oui, tu vas les atteindre, quoi. S'il se passe rien de grave, Mm, ça mm. va le faire. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment challengeant et est-ce que tu vas y prendre du plaisir? Voilà, pas Ça, c'est forcément. autre chose, tout à fait. Est-ce que tu pourrais pas viser un petit peu plus haut en termes de temps ou pas forcément de kilométrage, hein. Là, c'est la course à l'échalote en ce moment pour faire toujours plus de kilomètres, mais c'est pas forcément le cas aussi. Je me vois très bien aussi pouvoir dire à un athlète. Tu as des qualités de vitesse, tu prends ton pied sur des courses courtes, bah, comme toi par exemple. Bah, toi, tu fais par exemple tout ce que les autres disent, entre guillemets, ne font pas, c'est-à-dire plus je vieillis, plus je rallonge. Mais en fait, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je pense que j'entends ça tous les jours. Bah oui. Ouais, Matt, pourquoi tu vas pas sur des formats plus C'est longs? ça, parce Je que tu as de la comprends puissance, pas. tu te dirais, ouais, bah, si tu Ouais, réduis ouais, un c'est peu ta ça, c'est vitesse, ça. tu peux courir comme ça Puis, pendant puis 3 jours. pour eux, dans la représentation des gens, mais c'est fou, hein, parce que Ouais. tu l'évoques, c'est parfaitement ça. Et moi, je le vois auprès de mes athlètes, c'est la boulimie du long. C'est en fait, ils ont l'impression que si tu montes pas en distance, tu n'auras pas réussi tes objectifs. Mais des jeunes aujourd'hui, enfin, je sais pas si on s'en rend compte, à l'époque, on parlait de monter sur marathon en fin de carrière, donc sur 42 kilomètres. Aujourd'hui, tu as des jeunes, ils m'appellent, ils veulent faire des 70, 80, ils rêvent de l'ITMB en 1 an, 2 ans. Mais c'est incroyable, il y a des paliers d'apprentissage. Et puis, si tu prépares un 15, 20 bornes, tu peux pas du jour au lendemain passer à un 50, 60, c'est complètement différent. Et donc, je leur explique, soyez pas trop gourmands. Justement, là, on reparle sur la fixation d'objectifs. Faites déjà 1 an ou 2 sur des formats 30, 40 km, puis ensuite vous montrez sur 50, 60, puis seulement après, si vous prétendez vraiment aller sur du très long, vous irez sur de l'ultra si vous voulez, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que moi, je sais que, en plus, avec l'âge, tu es par catégorie, donc du coup, tu as envie de performer toujours à ton objectif. Et moi, je prends un pied fou à monter ces kilomètres verticaux, à faire mes trails de 15, 20 km, et j'ai pas du tout envie d'aller vers le long. Et c'est pas non plus pour une sorte de protection de l'ego à se dire oh, bah, je vais me casser la gueule dans ça. C'est que j'ai pas envie. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu sais ce que tu veux. Moi, j'ai envie de continuer de m'entraîner sur ces formats-là, mettre la tête dans le guidon, avoir le goût du sang dans la bouche dans les montées, le cardio dans la boîte à gants. Enfin, j'adore ça, ces efforts hyper explosifs. Et il y en a qui me disent ah, mais pourquoi tu passes pas? Ben non, j'ai pas envie. Déjà, je vais pas prendre de plaisir. Et de deux, ben voilà, je suis entre guillemets performant là, j'ai envie de continuer d'y être le plus longtemps possible. Et c'est vrai que ce que tu dis est fou aujourd'hui. On a des jeunes qui se brûlent les ailes parce qu'ils montent très très tôt sur du long. Et ben, on a beaucoup d'exemples chez nos jeunes athlètes élites qui sont vite cassés, dégoûtés, Mm. blessés de ne pas avoir respecté ces phases d'apprentissage. Ouais, mais on pense trop que c'est quelque chose genre. Alors, il y en a beaucoup qui ont milité contre ces règles-là parce que c'est des grandes règles, c'est des grandes tendances. Les casquettes vertes et autres qui disent oui, moi j'écoute personne, machin.
Bah, si ça lui fonctionne pour lui, c'est parfait pour lui. Mais bah, il influence énormément de monde, mais je trouve que ça va enlever le côté du, de la personnalité, justement. Tu fais ce que toi, tu veux faire. Et là, faut pas se confondre ce que tu veux faire toi et ce que tu veux faire par rapport socialement à la norme, tu vois. Ces trails-là, c'est souvent ce que je dis à mes athlètes, vous partez pour une aventure. C'est Mm. votre aventure. Hein, on a Totalement. tous des niveaux différents. Vivez votre aventure à fond. Mais si au bout de 20 bornes, tu es déjà en souffrance et qu'il t'en reste 50 et que c'est un chemin de croix, je Mm. leur dis, mais il n'y a aucun plaisir. Vous allez être stressé par les barrières horaires, C'est ça. vous allez avoir des problèmes voilà, après pour vous nourrir. Enfin, et donc, il me dit, c'est vrai on n'est pas forcément prêt. Puis au-delà de ça, on a tous des prédispositions génétiques par rapport à Exactement. Ouais. l'effort. Et souvent, moi, je pense que j'ai vraiment des prédispositions pour le cours. Et pour le plus long, je sens quand je fais, alors ça m'arrive de temps en temps de faire des sorties longues, je sens que voilà, la bascule se fait moins facilement, avec moins de prédispositions. Et j'essaye d'orienter aussi mes athlètes sur ça par rapport à se chercher votre profil. Si vous voulez vraiment performer, c'est dur d'être polyvalent aujourd'hui, hein, d'être très bon sur 15 bornes C'est ou sur rare, ouais. C'est rare. 80, c'est rare. Donc, du coup, essayez de trouver un petit peu votre orientation, votre profil par rapport à ces prédispositions génétiques. Et les prédispositions génétiques, on le sait aujourd'hui, eh ben, elles jouent pour beaucoup sur la performance, quoi. Quand on sent ses prédispositions et son plaisir à aller longtemps, ça peut être le cas. Moi, je suis très mauvais rapide, enfin très mauvais, toute chose relative. Voilà, je suis pas quelqu'un de rapide. Dès que je commence à accélérer, ça me demande vraiment des efforts, ça me cuit et tout. Mais après, quand j'ai un rythme et que je trottine à 10, 11, bah, Ouais, tu assez sens que vite. tu peux durer longtemps dans cet effort-là, et puis que tu es bien. Ouais, assez vite, j'étais heureux là-dedans, marcher en montée. Alors, je sais que je descends vite aussi, ça c'est un truc, bah, c'est perso. Je descends très bien, j'ai fait du VTT quand j'étais jeune. Beaucoup de VTT, du VTT de descente. Donc, je descends, j'ai zéro appréhension, même bah, quand on a fait du VTT et qu'après on se met à courir, on est hyper lent par rapport au vélo, quoi. Donc, forcément, on n'a pas peur. Mais bah, là où ça allait, bah, mes jambes ne suivent pas, quoi, en fait. Parce que je veux descendre super vite et j'ai fait deux trois courses comme ça de 40-45 km. Et la première descente, je rattrape tous les gens qui m'ont doublé en montée. J'arrive en bas, bah, c'est fini, j'ai plus de quadri et je peux plus la course. Derrière, Ouais, je la complètement. fais C'est comme le un régime canard, quoi. de contraction musculaire Ah excentrique. ouais, c'est C'est fini, donc terrible et non, c'est je dois faire de la traumatisant. muscu. Enfin bref. Du coup, on a parlé. Ouais, les techniques que tu utilises le plus avec tes coachés, bah, j'imagine c'est toujours un petit peu visualisation, évidemment. Est-ce que la respiration aussi, c'est un outil dont tu te sers avec Oui, eux? sur certains athlètes qui m'en parlent et qui sont demandeurs de ça, hein, sur la respiration profonde, notamment la respiration abdominale, où je leur fais faire un petit travail de respiration, une sorte de petite sophrologie avec des petites routines que je leur donne. Donc ça, c'est pareil, c'est plus à la demande. Bah voilà, pour baisser un petit peu la fréquence cardiaque, pour apprendre à canaliser ses émotions, à évacuer un petit peu le stress. Et souvent, je leur donne aussi ces petites techniques de respiration pour qu'ils visualisent bien leur routine, notamment au départ. Quand je leur demande de visualiser cette scène en fermant les yeux et d'essayer qu'elle soit la plus précise possible, ce qu'on appelle la netteté de l'image en préparation mentale, la visualisation, je leur demande voilà, de s'allonger, de commencer à faire une petite respiration profonde, de mettre la main sur l'abdomen, de sentir se soulever, de complètement se laisser aller. Puis ensuite, ils ont un moment comme ça, vraiment comme s'ils étaient sur un nuage, dans une bulle. Et à ce moment-là, toute la vivacité de l'image se met en place, je trouve. Ouais, ouais, bah, t'as quoi comme typologie de profil? C'est plutôt amateur, amateur qui tend vers la performance, homme, femme, Ouais, alors, c'est court, très long. éclectique. C'est Ouais. vraiment que j'ai une richesse là, sur les athlètes que je suis à l'année. Donc, j'ai un groupe de 45 athlètes là, à l'année. On est vraiment bah, voilà, sur des amateurs qui sont très performants. J'ai des coureurs sur route là, qui veulent chercher sous les 30 minutes. J'en ai d'autres qui veulent aller chercher voilà, une belle place à l'UTMB, donc sur de l'ultra. J'en ai qui sont dans ma spécialité aussi, le kilomètre vertical. Donc, c'est vraiment très éclectique. Hommes, femmes, j'ai un peu plus d'hommes que de femmes. On va dire, j'ai
ouais, 70% d'hommes, 30% de femmes sur les 45 athlètes. Mais non, voilà, c'est vraiment super éclectique. Et comme on disait, quand je les écoute, c'est des challenges à chaque fois différents, quoi. Hein, et je prends autant de plaisir que de préparer quelqu'un qui va chercher moins d'une heure sur 10 bornes que de moins de 30 minutes, ou quelqu'un qui va préparer un UTMB en étant performant, ou qui va flirter avec les barrières horaires. C'est des challenges différents et j'adore les accompagner au quotidien dans ces challenges-là. Et je leur explique toujours, il y a toujours plus fort que nous, il y a toujours moins fort, il y a toujours... Mais pensez à vous. Faites-vous plaisir. Pour moi, le mot plaisir, il est au centre de notre pratique. Faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Et pour prendre du plaisir, ben, on se donne les moyens. Et oui, et puis on n'est pas dans un sport de confrontation. Enfin, on va l'être peut-être quand tout ira bien pour soi, mais avant d'être dans la confrontation aux autres, dans la compétition, c'est d'abord soi. C'est ça qui est rigolo avec la course à pied. Ah, complètement. C'est d'abord c'est soi, c'est comment je me sens. Est-ce que si ça veut rien dire, oui, je pars vite. Bon, en général, on part tous trop vite. Grosse partie du peloton. Mais si ce jour-là, on est super bien, bah, peut-être que partir, je vais dire, à 15 à l'heure, où normalement c'est trop, bah là, ce jour-là, 15, c'est bien. Mm. Et c'est très bien. Et c'est pas parce que je suis trop devant des gens où d'habitude je suis pas trop devant eux, bah, que c'est mal et qu'aujourd'hui, il faut accepter et il faut être bien dans cette option-là. Mais je pense que c'est plus un truc qu'on va retrouver chez les champions, chez les gens qui vraiment vont chercher les places et les tops, les podiums, parce que bah, j'ai Eric qui me revient en tête, ce sera sur la deuxième partie, je crois, du podcast que j'ai enregistré avec lui. Il nous parle de ses championnats du monde. Non, c'était la première, moi j'ai un doute. Il nous parle de quand il est devenu champion du monde et justement il a travaillé sur la confiance parce que il expliquait qu'il avait eu, bon, c'était un très bon athlète, il y a pas de sujet, mais jamais premier. Et il avait toujours à son époque un Patrick Bringer devant lui, ou j'ai Mhm. plus les noms en tête, mais il est toujours deux, trois, mais jamais premier. Et il arrive au championnat du monde avec cette sorte de petite faille, tu vois, mentale, d'être avec ces gars-là qui, eux, étaient souvent premiers, qui se retrouvaient être ses coéquipiers de team, enfin d'équipe de France, mais également bah, ses concurrents de course. Et en course, il explique comment, bah, par le travail de confiance en lui, à ce moment-là, il se sentait super bien. Il s'est dit, bon, bah, tant pis, j'y vais, quoi. Enfin, C'est ça. Pas t'as attendre. rien. Ouais. Les gens vont trouver que c'est suicidaire, mais moi, je le sais à ce moment-là que c'est impeccable et que ça va le faire. Et puis, bah, ça l'a fait. Donc, ouais, bah, ça aide aussi à travailler ça, quoi, la confiance, quoi. C'est énorme. Est-ce qu'il y a... Ouais, bah non, je t'ai demandé s'il y avait des sujets récurrents, que tu travailles avec les trailers, mais tu m'as dit c'est très hétéroclite, donc il n'y a pas forcément, tu as du long, du court, ça va être un coup la confiance, un coup autre chose, t'as pas forcément de Non, c'est toujours ça. C'est différent, quoi. vraiment à la carte selon leurs demandes et c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, tu vois. C'est fixation d'objectifs, Ouais. motivation, confiance. Voilà, un petit peu d'affirmation de soi aussi. On a des fois qui manquent un peu de confiance en eux, d'affirmation. Donc, on travaille un petit peu sur leurs déficits et on fait un petit travail sur papier et ensuite mental et on fait des petits feedbacks. Et c'est beaucoup la relation coach-coaché, elle est énorme en tant que préparateur mental. Donc, c'est beaucoup sur leur retour. Je leur dis, moi, je suis disponible 24/24, hein, que ce soit sur Messenger ou que ce soit par téléphone. Et dès que vous avez besoin, n'hésitez pas. Et c'est là que c'est important quoi, d'avoir cette épaule sur qui se reposer. Le temps de ton accompagnement, si ça dépend, tu vas nous dire si ça dépend de l'objectif, mais c'est quoi ce que tu préconises, toi, quand quelqu'un vient te voir pour dire je veux préparer, je sais pas, tel objectif, sur combien de temps tu Ouais. accompagnes Alors en l'athlète? général, au niveau planification de plan d'entraînement, je dis toujours pour un bel objectif, que ce soit là, j'en prépare beaucoup pour le marathon de Paris. Idéalement, c'est 12 semaines, tu vois. 12 semaines en ayant quand même un travail de fond qui a été Avant, oui, fait bien sûr. en amont, hein, tout le développement foncier. Je dis toujours phase de développement, phase spécifique. Et moi, j'interviens beaucoup sur la phase spécifique de 12 semaines en général. Et le top, bah, c'est le suivi annuel que je propose à mes athlètes, où là, je sais que j'ai vraiment une visibilité sur une année. On dessine notre calendrier de compétition ensemble, et comme je le disais tout à l'heure, avec deux gros objectifs qu'on essaye d'espacer, mettre des petites courses de préparation en amont, et puis construire bah, voilà, ce qu'on apprend en préparation, planification de plan d'entraînement, les fameux macro, méso et microcycles, quoi. Ok. Et est-ce que tu suis à peu près le même... Enfin, si tu as des athlètes que tu ne coaches que sur la partie mentale,
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas. Tu as des athlètes Oui, il que y en sur a cette partie-là? quelques-uns que sur la partie mentale, Et effectivement. cette durée-là aussi, ça représente quoi? En général, là, par contre, c'est plus long. C'est des durées de 6 mois, 1 an. Hein, Ok. voilà, pour vraiment avoir un suivi. Là, par exemple, les jeunes sportifs que je t'évoquais, ça va être sur quasiment une année, une saison, où voilà, on fait des feedbacks et on met en place des outils. Enfin, je leur donne des outils pour améliorer leur performance. Ça montre le temps qu'il faut. Pour l'instant, tous les préparateurs mentaux, qui soient issus du milieu vraiment purement sportif, qui soient issus de la sophrologie ou de l'hypnose, ils ont tous le même discours. C'est moi, on n'aime pas faire des one shot. Genre, là, c'est la compète, elle est dans 2 semaines. On va se Ouais, préparer. non, pour le coup, c'est quelque chose Ouais, qui se met en place sur la durée, c'est vraiment, ça. la Pour que ça soit durée, la efficace, quoi. répétition, pour que ce soit efficace. Et puis, eux, dès qu'ils ont le moindre doute, que c'est. Enfin voilà, ils ont leur petit j'aime bien, je leur dis toujours prenez un petit carnet, votre petit carnet, vous marquez carnet de préparation mentale, le fait de prendre des notes. Moi pareil, dès que je les ai au téléphone en entretien, dessus, hop, ils corrigent, ils raturent. Enfin j'aime bien, c'est notre petit journal intime de la préparation mentale, c'est super important. J'ai encore deux petites questions. Si tu devais garder, allez, un seul conseil ou une technique pour un athlète qui connaît pas la préparation mentale, lequel serait-il? Bah, faites confiance, laissez-vous guider et y croire très fort. Et à partir de là, avec du travail et de la répétition, on y arrive. Donc c'est vraiment faites confiance, laissez-vous guider, vraiment le maître mot. Et si on souhaite, bah là, on souhaite faire appel à tes services ou être accompagné, que ce soit coaching sportif ou coaching mental, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi tes canaux de communication? Ouais, bah, je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est vrai que au début, je n'y étais pas du tout. C'est paradoxal. Et c'est vrai que maintenant, de nos jours, pour que ça fonctionne et qu'on ait de la visibilité, on m'avait demandé, même que ce soit par le biais de mes sponsors, d'avoir pas mal de visibilité là-dessus. Donc, ça sera sur ma page pro Facebook. Donc, c'est Mathieu Gandolfi Coaching, tout simplement. Mon prénom et mon nom. Sur Instagram également, Mathieu Gandolfi Athlète. Et puis mon site internet, Mathieu Gandolfi, wordpress.com. Je mettrai tout ça dans les descriptifs Ah, du podcast sur les réseaux, enfin, partout où ce sera publié. Si vous voulez, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Bah c'est parfait. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander dans le podcast, alors que ce soit un athlète, pro, amateur, un confrère, une personnalité inspirante? ouais, bah alors carrément, ça serait une féminine. Moi, par le biais de la performance et du lien avec la préparation mentale, j'ai pensé tout de suite à Anaïs Kemener, qui pour moi est une force et une résilience incroyable par rapport à ce qu'elle a vécu. Hein. Anaïs, qui est une coureuse sur route, la team Salomon aussi, et qui a survécu à un cancer Hmm. et qui a toujours gardé le sourire, a gardé la motivation, a fait un travail énorme de préparation mentale. Et on le dit toujours, on en parlait avec le genou de Nadal, mais là on est encore à plus grande échelle avec Oui, une saloperie de cancer qu'elle a ouais, jeune. attrapé et qui du Hmm. coup s'en est sortie. Aujourd'hui, voilà, elle vient d'être maman. Ouais, j'allais dire, elle a été maman en plus. Elle vient d'être maman, elle réussit des performances en plus incroyables, à moins de 2h30 sur marathon, même sur un semi du Ventoux, elle est très performante, elle est très polyvalente. Et Ouais, elle est moi, très pour moi, forte. c'est une force de résilience, et donc une belle athlète avec les valeurs, le courage qui va autour. Pour moi, voilà, ça serait Ça la serait le petite top. Alors, personne. j'allais dire pour moi aussi, mais tu me donnes là, pardon l'expression, mais un gros poisson là à attraper. Moi, j'ai un petit podcast qui vient de commencer. Ah ouais, mais il faut être ambitieux, Il va hein. falloir que je sorte les rames pour Non, arriver à mais contacter voilà, Anaïs. ça pourrait être un bel échange avec elle. Et Ça marche. Bah écoute, parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? eh ben non, mis à part encore un grand merci et puis une bonne continuation pour ce podcast, Pierre. Bah, c'est moi qui te remercie, Mathieu. Merci pour ton temps. Et ben, on va pouvoir te suivre, notamment sur les réseaux, sur tes différentes courses de 2025. Je te remercie, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut Mathieu, Salut. ciao. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant
et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.